Pour clore cet enseignement d'hygiène, je vous propose de nous consacrer plus spécifiquement au domaine qui sera le vôtre, à savoir l'obstétrique. Nous déclinerons tout d'abord sur les premières diapositives les résultats de l'enquête périnatale de 2008. Puis nous aborderons différentes situations de soins en maternité sur le versant qui nous préoccupe dans le cadre de cet enseignement, c'est-à-dire l'hygiène hospitalière. Les données qui vont apparaître ensuite sont extraites du rapport présenté par le Séclin Sud-Est à propos de l'enquête périnatale réalisée en 2008 au sein du réseau des maternités du Sud-Est. Ce rapport est consultable dans son intégralité sur le site du Séclin, dont je vous redonne ici les coordonnées. Ce tableau nous montre l'évolution progressive du nombre de maternités adhérentes au réseau, c'est-à-dire fournissant des données épidémiologiques en termes d'hygiène hospitalière pour 1, 2 ou 3 quadrimestres, selon l'élément qui nous préoccupe à ce jour. Au plan national, sur les 78 maternités ayant participé à cette enquête périnatale, on trouvait 50 centres hospitaliers, 4 centres hospitaliers universitaires et 24 établissements PSPH ou établissements privés, PSPH signifiant participants au service public hospitalier. Mais aussi, selon le classement plus récent prenant en compte le niveau de risque périnatal, on trouvait à ce moment-là 40 maternités de niveau 1, 33 maternités de niveau 2 et 5 maternités de niveau 3. Pour la région Rhône-Alpes, qui obtient le meilleur pourcentage de participation, preuve de l'engagement des maternités sur ce sujet, on note la participation de 35 maternités sur les 62 répertoriées. Chez les accouchés par voie basse, 3 infections nosocomiales sont prédominantes. En tout premier lieu, l'infection urinaire, puis l'endométrite, et en troisième, les infections sur site opératoire. Le plus souvent, dans ces cas-là, des infections de suture périnéale. Les infections au niveau des seins de type abcès présentent néanmoins 7% des infections nosocomiales. Chez les patientes césarisées, on retrouve également une prédominance des infections urinaires, mais les endométrites sont peu fréquentes. De même, les infections de site opératoire apparaissent dans 37% des cas, soit arrivent en seconde position. Ces deux diapositives doivent nous alerter sur 2 problèmes majeurs d'hygiène en obstétrique. L'antisepsie avant sondage urinaire, qu'il s'agisse d'un sondage évacuateur au cours d'un travail ou qu'il s'agisse de la pose d'une sonde à demeure chez les patientes césarisées. Mais aussi également l'antisepsie cutanée de préparation de site opératoire abordée dans les recommandations standards. Si on s'intéresse au délai d'apparition des infections nosocomiales, nous constatons que le délai minimum chez les accouchés voie basse est de 4,37 jours, c'est-à-dire quasiment la durée moyenne de séjour en maternité, lequel est même parfois plus court. On observe ce même phénomène chez les patientes césarisées puisque le délai d'apparition d'infection est de 4,69 jours pour les infections urinaires et de 10,3 jours pour les infections de site opératoire. Ceci nous montre que l'apparition de signes cliniques a souvent lieu alors même que les patientes ont quitté la maternité, nous mettant ainsi d'autant plus en alerte lors d'appels de patientes par téléphone dans la première semaine de leur retour à domicile. Sur les 52 822 bébés inclus dans l'étude en 2008, le taux de nouveau-nés infectés est de 0,23%, soit 116 enfants gardés en maternité, puisque de cette étude ont été exclus les 2926 nouveau-nés mutés en service de néonatologie. Ce sont les infections oculaires qui sont présentes dans cette population pour 77% des cas et 17% d'infections cutanées. Mais il ne faut pas négliger les 1% d'infections graves qui ont été relevées dans cette étude, nous rappelant ainsi la sensibilité majorée au risque de contracter une infection dans cette population fragile. Ce tableau a pour objectif de vous synthétiser l'ensemble de ces données pour les 3 infections nosocomiales les plus fréquemment rencontrées en obstétrique. Vous voyez ici l'impact de l'apparition d'une infection nosocomiale sur la durée de séjour des patientes prises en charge en obstétrique. L'augmentation de la durée de séjour est statistiquement significative pour les 2 populations, les accouchés voie basse d'une part et les patientes césarisées d'autre part, chez les patientes infectées. Légèrement causes sont l'Escherichia coli pour tout type d'infection confondue et le Staphylococcus aureus, responsable en particulier des infections de parois, des septicémies et des infections périphériques chez le nouveau-né. Alors, que faire en maternité? Il me semble tout d'abord opportun de vous donner un petit rappel concernant les procédures pour le lavage de mains.
Ensuite, les actes en maternité sont classés selon 3 catégories: les actes à faible risque, les actes à risque intermédiaire et les actes à haut risque infectieux. Pour chacune de ces catégories, nous évoquerons les recommandations qui y sont associées en termes d'hygiène hospitalière. Enfin, 3 protocoles spécifiques de la maternité vous seront présentés. Pourquoi vous présenter à nouveau ce schéma ? En maternité, que ce soit dans les services d'UME, unité mère-enfant ou au bloc obstétrical, vous serez amené à réaliser de très nombreux gestes techniques, en urgence parfois. La question de la qualité de l'hygiène de vos mains est donc primordiale et la conduite à tenir selon qu'elles seront considérées comme propres ou souillées et selon le type de soins à réaliser sera permanente à résoudre. Concernant les actes à faible risque tout d'abord. Nous avons pour la mère par exemple les toilettes vulvaires en suite de couche ou grossesse à haut risque ou le toucher vaginal simple lors d'un examen gynécologique en consultation. Pour le nouveau-né, on considère comme étant un soin à faible risque sa prise en charge en salle de naissance, mais aussi les actes accompagnant son alimentation, que ce soit à l'aide de la mise au sein ou que ce soit le fait de lui faire boire un biberon. Tous ces actes sont donc des actes considérés comme étant à faible risque infectieux. Les précautions qui y sont donc associées sont en cohérence avec les précautions standards. Une tenue de référence propre, sans vêtements personnels qui en dépassent. L'utilisation de gants à usage unique en cas de contact avec des liquides biologiques. C'est le cas de la toilette vulvaire chez la mère par exemple, ou de l'accueil du nouveau-né en salle de naissance également. Le protocole d'antisepsie associé est une antisepsie en 2 temps, c'est-à-dire pour les soins vulvaires, on peut se limiter à une antisepsie avec de la bétadine moussante et un rinçage soigneux, puis un séchage rigoureux ou uniquement de la bétadine bleue, mais aussi uniquement de l'alcool lors d'un prélèvement sanguin. Les actes à risque intermédiaire dans notre spécialité sont associés pour la plupart à des gestes touchant les muqueuses. Les principaux sont listés sur cette diapositive. Les poses de cathéter périphérique avec mise en place de matériel intrusif sur une durée plus ou moins longue expliquent le classement de ce geste en risque intermédiaire, ceci étant majoré chez le nouveau-né du fait de sa fragilité liée à l'immaturité de ses défenses immunitaires. Les précautions qui y sont donc associées sont l'utilisation d'une tenue de référence qui pourra être complétée par le port d'une blouse ou d'un tablier, l'utilisation de masques à visière ou de lunettes de protection, le port de gants et de doigtiers, et l'antisepsie recommandée sera alors une antisepsie en 5 temps. Les actes à haut risque sont des actes invasifs. Vous pouvez en découvrir quelques exemples. Ceux-ci vous seront présentés en stage ou au cours de vos enseignements de gynécologie obstétrique. Néanmoins, selon les principes de cet enseignement numérisé, vous pouvez d'une part réaliser vos propres recherches, mais d'autre part également utiliser les séances de SQR pour éclaircir certains aspects si vous le jugez nécessaire. Dans ces situations, l'habillage est stérile, c'est-à-dire qu'il comprend un masque à visière, des lunettes de protection et une coiffe, après une désinfection chirurgicale des mains. L'utilisation de gants stériles, voire de gants spécifiques avec des longueurs de manchette plus importantes pour réaliser des délivrances artificielles ou des révisions utérines dans notre spécialité. Comme évoqué au début de ce cours, je vous présente sur cette diapositive 3 protocoles spécifiques de maternité que vous pourrez reconsulter dans les services, où vous serez prochainement accueillis en stage. Vous en comprenez bien sûr l'importance et je vous demande donc de vous y attarder, aussi bien dans le cadre de cet enseignement que dans le cadre de vos stages. En conclusion, vous n'oublierez pas qu'une des spécificités de la spécialité réside dans l'immaturité sur le plan immunitaire du nouveau-né, mais aussi, et vous le découvrirez en stage, au bloc obstétrical tout particulièrement, sur l'aspect instable des situations de prise en charge, avec une possibilité jamais nulle de basculer dans une procédure d'urgence. Ceci rend indispensable la compréhension de ces protocoles d'hygiène, mais aussi et surtout la maîtrise des règles qui y sont associées. Voici juste présenté des éléments bibliographiques en complément de ce cours auquel vous pouvez bien sûr vous référer.